Bonjour à tous et bienvenue pour cette session Entreprendre à Bruxelles. Je suis Véronique, je suis la coordinatrice du 18-19, qui est donc un service de Hub Brussels que je vais vous présenter tout de suite. Et je vais vous accompagner sur cette 1h30 à peu près de présentation. J'ai la chance d'être accompagnée par deux collègues spécialistes, Davy qui va vous parler des questions d'urbanisme et Chris qui lui est spécialiste des questions fiscales. Donc ils vont me rejoindre très vite. Et donc, on passe 1h30 ensemble. J'ai un petit problème de souris, voilà. Pour vous montrer. Je vais y arriver. Voilà. J'ai des petits problèmes d'écran. Voilà, j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Bon, je me coupe. Parfait. Donc, on va parler pendant 1h30 à peu près de créer son entreprise à Bruxelles, les clés pour réussir votre projet. Décidément, mon ordinateur fait des misères. Hop. Désolée, ça bug un peu et je ne sais pas du tout pourquoi. Véro, juste pour te dire que les slides ne sont qu'une partie, c'est un peu comme si tu es en mode présentateur. Donc, les slides ne sont pas en tout écran. Ok, je vais ressortir. Et oui, ça fait des trucs bizarres, mais c'est vrai que d'habitude, je fais ça chez moi et pas ici. Et je crois que les deux, le fait d'avoir deux, je vais peut-être retirer. Désolée pour l'attente, ça fait des drôles de choses aujourd'hui. Je sors du slide. Maintenant, c'est bon. Enfin, si tu Attends, veux c'est bon. juste le mettre en plein écran et ça ira. Ouais, je vais réessayer. Moi, je ne me vois pas, mais comme ça, c'est bien? Oui, c'est nickel. Super. Désolée pour l'attente. Voilà, et maintenant, ça fonctionne. Donc, je vous disais, on est de Digi19 Brussels. On est donc un service de Hub Brussels. Hub, c'est l'agence d'accompagnement de l'entreprise à Bruxelles. Nous, on est vraiment à la partie information. Donc, on n'accompagne pas les entrepreneurs, mais on est là pour répondre à vos questions et pour vous orienter éventuellement vers les autres services, que ce soit de Hub ou d'autres institutions publiques ou privées au sein de la région de Bruxelles. Donc, on va vous répondre pour des questions, toutes questions à l'entrepreneuriat, tout ce dont on va parler ce soir. Donc, ça peut être des questions juridiques ou sur les permis, ou ça peut être sur qui peut m'accompagner dans mon projet, des questions par rapport au financement, par rapport aux subsides, vous cherchez une formation. Donc, pour tout ça, on a une première information. Et si ça dépasse nos compétences, si vous avez une question très pointue, on va vous orienter vers les autres services qui peuvent vous aider. On organise aussi pas mal d'événements, dont effectivement les séances d'infos comme ce soir. On avait des semaines thématiques, on va organiser aussi pas mal de focus day, donc des journées vraiment dédiées à un thème tout au long de l'année 2023. On a un outil très pratique, c'est aussi le site digi19.brussels sur lequel vous allez trouver énormément d'infos, les infos de base pour entreprendre, pour développer votre entreprise, des outils pratiques, toute une série d'actu ou un agenda pour tous les événements qui se passent à Bruxelles. Et aussi, on a des facs par rapport aux crises, parce que malgré tout, les crises se succèdent. Et donc, pour le moment, on a un fac lié à l'énergie. Donc, plein de trucs et astuces pour diminuer votre consommation. Et puis, dès que des aides sont là, on les publie aussi. C'est assez utile pour le moment. Donc, site internet digi19.brussels. Il y a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Comment vous pouvez nous joindre? Tous les jours par téléphone de 9h à 13h, mais aussi le mardi de 16h à 18h. Par email, à l'infopoint, donc ici au 110 chaussée de Charleroi, c'est ouvert tous les jours, du lundi au mercredi de 14h à 17h, et via la newsletter aussi, bien sûr. On est présent sur les réseaux sociaux et entre autres la chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses qui sont déjà enregistrées. Voilà, le programme pour ce soir. C'est d'abord les autorisations liées à votre activité, l'importance de bien choisir sa forme d'entreprise, quelles sont les démarches administratives à effectuer pour se lancer,
l'importance vraiment de préparer son projet d'entreprise avant de se lancer et pour ce faire, comment on s'entoure, comment on se fait accompagner. On parle de financement, on parle de subsides et enfin de localisation. J'espère que ce programme vous agrée. De toute façon, c'est trop tard, il est là. Alors, d'abord, les autorisations. Vous savez ou non qu'à Bruxelles, pour vous lancer dans un projet d'entreprise, entreprise commerciale, il faut absolument ce qu'on appelle l'accès à la gestion et éventuellement l'accès à la profession. Donc, sauf si vous lancez, il y a quelques activités qui échappent ou en ASBL, par exemple, il vous faut l'accès à la gestion. Pour avoir l'accès à la gestion, il faut un diplôme de l'enseignement supérieur en Belgique ou éventuellement un diplôme, un CESS d'avant l'année 2000 ou avoir un certificat de gestion ou encore aller passer l'examen de gestion ou éventuellement avoir de l'expérience qui est valorisable. Donc, par exemple, vous avez été co-gérant d'une entreprise pendant un certain nombre d'années ou vous avez été directeur financier d'une entreprise pendant un certain nombre d'années. Donc, plusieurs solutions possibles. Alors, j'ai un cadeau de Noël pour vous, c'est que ces accès à la gestion sont en train d'être vus et les dernières nouvelles qui arrivent, c'est que l'accès à la gestion devrait disparaître bientôt. Alors, le bientôt, dans un temps politique, ça peut prendre un petit peu de temps, mais la fin de l'accès à la gestion est enfin en vue, ce qui sera bien parce qu'on sera aligné sur la Flandre pour cela. Donc, accès à la gestion, mais si vous vous lancez maintenant, il est encore nécessaire. Pour certaines professions, il y a un accès à la profession. Donc, en général, c'est des professions qui pourraient mettre en danger la santé de votre client. Donc, tout ce qui est restaurateur-traiteur, boulanger-pâtissier, boucher, ou alors les réparateurs de véhicules à moteur ou de vélos d'ailleurs, tout ce qui touche à la personne, esthétique, coiffure, pompe funèbre. Donc, pour tout ça, c'était aussi des professions protégées. Là aussi, bonne nouvelle, il y a sans doute elles sont en train d'être revues, donc ça va sans doute s'alléger, mais ça ne va pas disparaître. Parce qu'il y a quand même toujours ce côté danger qui est là. Et donc, il y aura, à mon avis, il y aura encore cette partie hygiène pour les professions alimentaires ou connaissance des produits chimiques pour tout ce qui touche à la personne. Mais donc, c'est en pleine évolution, donc restez attentifs si jamais vous voulez faire quelque chose qui est réglementé et que pour le moment, vous n'avez pas tout ce qu'il faut en main. Comment savoir? Vous pouvez poser la question, soit en nous appelant, soit en consultant un guichet d'entreprise. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les accès à la profession réglementée. Il y a d'autres professions qui vont demander parfois des papiers aussi, comme les titres-services ou le fait d'avoir une carte de commerce ambulant. Si vous avez une entreprise liée à la nourriture ou à la boisson, quelle qu'elle soit, il y aura toujours un agrément, une autorisation, un enregistrement de l'AFSCA à avoir. Si vous voulez ouvrir un hébergement touristique, il faudra une reconnaissance de la région. Donc, tout ça va rester. Ces autorisations, parfois, elles prennent beaucoup de temps. Quand on dit beaucoup de temps, par exemple, si je dois ouvrir une agence d'agents de sécurité, il me faut une autorisation du ministère de l'Intérieur et parfois, c'est 6 mois, voire 1 an pour l'obtenir. Donc, c'est vraiment important maintenant, là, vous êtes en projet, de vous dire, OK, par rapport à mon projet, est-ce qu'à un moment, j'ai besoin de ce type d'autorisation? Si oui, comment je peux l'avoir? À quel moment je le demande? Combien ça coûte? C'est important. Et pour ne pas arriver à tout préparer, être prêt et vous rendre compte qu'il vous manque un papier et que vous devez encore patienter 6 mois juste à cause de ça. Donc là, maintenant, posez-vous la question, de quoi avez-vous besoin? Et parmi ces autorisations, permis très importants, il y a les permis d'urbanisme. Et pour ça, je vais donner la parole à mon collègue Davy, qui est spécialiste de la question, qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Oui, voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler, moi, de deux autres autorisations qui sont très importantes dans votre projet, à savoir le permis d'urbanisme et le permis d'environnement. Alors, très souvent, on commence par un petit peu une mise en garde en général, parce que voilà, ça fait plusieurs années que je travaille dans le secteur maintenant et je dois vous dire que souvent j'ai des clients qui reviennent en me disant voilà, l'agent immobilier m'a dit que tout était en ordre, le propriétaire aussi m'a dit que tout était OK, ou alors il y a juste un petit truc à faire et ça prend qu'un petit mois et je pourrais commencer directement. Et donc la plupart du temps, vous devez savoir que ce n'est pas vrai.
Donc, il faut vraiment vous méfier pour prendre ça à bras-le-corps et vérifier systématiquement ces informations-là auprès de la commune. Et surtout, si vous devez signer un bail, vous mettez des clauses suspensives par rapport à l'obtention de ces permis en question. Parce que vous devez savoir qu'il y a toujours un risque de refus aussi. Et puis surtout, comme ma collègue le disait à l'instant, c'est des démarches qui prennent plusieurs mois. Ici, en l'occurrence, un permis d'urbanisme, c'est minimum 6 mois. Permis d'environnement, ça peut être 3 mois. Ça dépend en fait du délai de complétude de votre dossier, de la procédure en question. Donc maintenant, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet, commençons d'abord par vous expliquer ce que c'est que le permis d'urbanisme. Alors, si tu peux passer, oui, merci. Alors, le permis d'urbanisme, c'est une autorisation administrative en fait qui est attachée à un bien. Un bien et pas forcément une personne. D'accord. Donc, il y a différentes raisons qui vont nécessiter un permis d'urbanisme, mais clairement, il y a 3 grandes raisons qui sont importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la structure portante. Donc, c'est la structure du bâtiment. Et si vous commencez à toucher un mur porteur, comme ici à l'écran, casser un mur porteur et mettre une poutre, il y aura besoin d'un permis d'urbanisme, qui plus est avec un architecte. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut un permis d'urbanisme. On va rentrer sur la deuxième raison pour laquelle il faut un permis d'urbanisme maintenant. C'est ce qu'on appelle des modifications architecturales. Donc, c'est évidemment l'aspect du bâtiment. À partir du moment où vous venez modifier l'aspect du bâtiment, vous avez besoin d'un permis d'urbanisme. Ici, vous voyez à l'écran, on a changé la façade, on a mis une nouvelle enseigne, donc il faut un permis d'urbanisme pour cela. Donc ça, c'est la deuxième raison. On va passer à la troisième raison. C'est souvent la raison pour laquelle la plupart des gens l'oublient tout à fait, parce qu'il n'y a pas de travaux comme dans les 2 cas de figure précédents. C'est ce qu'on appelle le changement de destination. Donc la destination, c'est quoi? C'est finalement la grande fonction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. Donc, ça, vous le savez déjà, en fait, quand vous baladez dans la rue, vous dites, ça, c'est du commerce, ça, c'est du bureau, ça, c'est du logement, etc. Donc, c'est ça, la destination. Et vous devez savoir qu'en fait, changer de destination nécessite toujours un permis d'urbanisme. Donc, ici, en l'occurrence, vous avez un exemple, on passe d'un commerce, une agence bancaire, et on va passer à de l'équipement d'intérêt collectif, à savoir un centre médical. Il faut un permis d'urbanisme. Et comme je disais, ça prend plusieurs mois pour l'obtenir. Donc ça, c'est la raison principale. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le changement d'utilisation. Alors, le changement d'utilisation, c'est beaucoup moins automatique que le changement de destination. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'utilisation. L'utilisation, c'est quoi? C'est finalement une sous-catégorie de la destination. Donc, dans la grande destination du commerce, par exemple, vous pouvez avoir différentes utilisations de ce commerce. En l'occurrence, que ce soit du service, comme par exemple de l'ORECA, ou encore vendre des éléments de voyage, par exemple, des voyages. Ça, c'est une agence de voyage, c'est totalement un commerce de service. Et puis, vous avez le commerce de biens meubles, comme un magasin de vêtements, etc. Et donc, en fait, il y a un arrêté qui définit strictement dans quel cas de figure on va avoir besoin d'un permis d'urbanisme pour changer d'utilisation. Même si c'est du commerce, dans certains cas, il va falloir introduire un permis d'urbanisme pour passer de l'un à l'autre. Et vous avez vu ici, on a mis à l'écran le passage d'un restaurant vers un café. C'est 2 types de commerces différents aux yeux de la loi. Et donc, pour cela, il faut un permis d'urbanisme également. Voilà, donc faites bien attention à tous ces points-là. Alors maintenant, le deuxième type d'autorisation, c'est ce qu'on appelle le permis d'environnement. Donc le permis d'environnement, c'est cette fois-ci une autorisation qui est attachée à un bien, mais également à un exploitant et aussi à un certain type soit d'activité, comme par exemple des bouchers ou boulangers, ou encore des garagistes, ou encore également à d'autres types d'activités qui vont être liées cette fois-ci. Si tu peux passer à la slide suivante, Véro. Liés par exemple à des dépôts, comme des dépôts de bois, des produits dangereux, etc. À partir d'un certain seuil, vous aurez strictement besoin d'un permis d'environnement. Et puis alors, il y a une dernière chose qui va être liée, c'est ce qu'on appelle toutes les machines qui sont classées au sens permis d'environnement. Donc ici, vous en voyez quelques-unes. Une chambre froide peut être soumise à permis d'environnement, une grosse chaudière ou encore une cabine de peinture. Donc tout ça peut effectivement amener à devoir obtenir un permis d'environnement. Et tout comme le permis d'urbanisme, vous devez savoir que normalement, vous devez obtenir au préalable ces autorisations-là. Sinon, vous êtes soit en infraction urbanistique, soit en infraction environnementale. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à ça dans votre rétro-planning. Mais de toute façon,
Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a, comme le disait ma collègue, beaucoup d'informations sur les pages du 18-19. En l'occurrence, en urbanisme, vous trouverez effectivement une explication de quand est-ce qu'il faut un permis, un cas spécifique par rapport au changement d'utilisation, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, dans quel cas il faut introduire un permis et comment le préparer, ce permis. Également, comment préparer votre permis dans le cas d'une enseigne. Pour l'environnement, vous retrouvez aussi toutes des informations par rapport à quand introduire le permis, comment le faire et des exemples de plans également. Et puis de toute façon, notre cellule, la cellule urbanisme et environnement de Brussels, est là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre projet. Pour cela, vous pouvez nous envoyer un email à permit@up.brussels. Essayez, dans la mesure du possible, de déjà donner une adresse parce que ça nous facilite la recherche. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas à bien préciser votre projet également. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Davy. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, pas du tout. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit et j'ai oublié de vous préciser qu'il est possible de poser des questions par écrit, malheureusement pas par oral, mais là je n'en vois pas. Mais donc n'hésitez pas, on répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin je réponds à vos questions. Mais là je n'en vois rien. Donc merci beaucoup, Davy, pour ta présentation. Et Pas du de coup, souci. Bonne suite. je vais laisser la parole à Chris Tézin, qui est le spécialiste de Hub pour toutes les questions fiscales et juridiques, et qui va vous parler des bonnes raisons de choisir quelle forme d'entreprise. Chris, je te laisse la place. Merci Véronique. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Chris Tézin, je suis juriste chez Hub Brussels et donc je suppose que vous êtes tous des porteurs de projets et quand vous avez un projet, il faut choisir une certaine forme, un certain statut pour structurer son entreprise. Et d'un point de vue juridique, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez démarrer une activité en tant qu'indépendant personne physique, comme la grande majorité des gens. Vous pouvez créer une société. Il y a aussi la SBL. Éventuellement, vous allez reprendre une société existante. Là aussi, il y a quand même des aspects fiscaux et juridiques dont il faut tenir compte. Si vous avez une société à l'étranger, vous pouvez éventuellement démarrer avec une succursale. Bon, il y a aussi des statuts intermédiaires, dont moi je ne vous parlerai pas. Je suppose que Véronique vous en parlera après, comme le statut indépendant tremplin et la coopérative d'activité Job Yourself, comme Job Yourself. Et ce sont des statuts qui permettent en fait de démarrer une activité tout en gardant son allocation de chômage pendant une période bien précise. Mais bon, le but de ma présentation n'est pas d'aller dans les détails. Une première question qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui sont les différences entre le statut d'indépendant personne physique et la création d'une société. De manière très générale, il y a deux critères dont il faut tenir compte si vous hésitez entre le lancement comme indépendant personne physique et la création d'une société comme une SRL. Il y a d'abord l'aspect de la responsabilité. Quand on crée une société comme une SRL, une coopérative ou une SA, on bénéficie d'une responsabilité limitée. Donc, ça veut dire que vous faites un apport dans la société en tant que fondateur, mais si la société fait faillite par après, vous n'allez jamais perdre plus de ce que vous avez apporté dans la société. C'est le principe de base de la création d'une société à responsabilité limitée. Tandis que quand vous êtes indépendant, personne physique, vous n'avez pas de société, vous n'avez pas d'ASBL, pas de succursale, vous aurez une responsabilité illimitée. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, vous signez un contrat de bail commercial pour 9 ans, où vous vous engagez à payer tous les mois un certain loyer, si vous avez des difficultés à un moment donné à payer le loyer, ben, le bailleur pourra éventuellement s'adresser à vous personnellement pour récupérer les arrières, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en société. Et donc, c'est un premier critère à évaluer au cas par cas pour voir si ou pour déterminer si c'est plus intéressant de créer une société ou pas pour que vous soyez protégé un maximum contre les créanciers potentiels. Alors, il y a des exceptions sur le principe de la responsabilité limitée. Si vous êtes sans société, si vous faites des erreurs de gestion, s'il n'y a pas suffisamment de fonds dans la société, si par après la société fait faillite,
Vous pouvez être tenu responsable personnellement dans certains cas. Si vous êtes indépendant, vous auriez une responsabilité illimitée, mais si vous êtes propriétaire d'une habitation que vous utilisez comme résidence principale, vous pouvez faire une déclaration devant notaire pour que votre habitation soit protégée contre les saisies des créanciers. Mais c'est le seul élément de votre patrimoine privé que vous pouvez protéger en tant qu'indépendant personne physique. Donc, c'est une protection qui concerne uniquement les murs de l'habitation. Donc, pas le mobilier, pas votre voiture, etc. Alors, il y a un deuxième critère dont il faut tenir compte pour orienter votre choix. Une deuxième différence très importante, c'est la fiscalité. Donc, quand vous êtes indépendant personne physique, vous êtes taxé dans ce qu'on appelle l'IPP, l'impôt des personnes physiques, tandis que les bénéfices d'une société sont taxés dans l'ISOC, c'est l'impôt des sociétés. Selon les experts, les fiscalistes, les comptables, etc., c'est à partir d'un certain revenu imposable que ça devient intéressant d'un point de vue fiscal d'être en société. Donc, si les revenus sont plutôt faibles, ce qui est tout à fait normal quand on démarre une activité, c'est même plus avantageux d'être indépendant personne physique. Alors, pour mieux comprendre ça, je propose de comparer brièvement les taux de l'IPP avec les taux de l'ISOC. Donc, quand vous êtes indépendant personne physique, vous êtes taxé dans ce qu'on appelle l'IPP où le fisc applique différents pourcentages par tranche de revenus. Ici, dans la première colonne, vous voyez les revenus imposables sur base annuelle. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Hein. On n'est pas taxé sur le chiffre d'affaires. On est taxé sur les revenus après déduction de certains frais. Donc, tous les frais qui sont liés à l'exercice de l'activité professionnelle sont déductibles fiscalement. En plus de ça, les premiers 9 270 € ne sont pas taxés. Hein. Donc, pour les personnes physiques, il y a quand même un montant non imposable assez important. Ce montant sera augmenté si vous avez des enfants à votre charge. Et puis, dans la première tranche, le fisc applique un pourcentage de 25%. Dans la tranche suivante, la différence entre 24 480 € et 13 870 €, il y aura une taxation de 40%, ainsi de suite. Si les revenus imposables dépassent 42 370 €, il y aura une taxation de 50%, pas sur la totalité des revenus, mais sur la partie qui dépasse les 42 370 €. Alors, en plus de ça, il y aura aussi une taxe communale additionnelle qui se rajoute à ces pourcentages. Ici, à Bruxelles, cette taxe communale additionnelle varie entre, disons, 7 et 9%. Et donc, vous voyez qu'à partir de 13 870 €, on est déjà taxé à 40%. Donc, la pression fiscale est quand même assez importante pour les personnes physiques. En plus de ça, il faut aussi payer des cotisations sociales, charges patronales pour les employés, etc. Pour votre information, les montants que vous voyez ici seront bientôt indexés. Hein, donc, il y aura quand même une indexation assez importante de ces montants, donc pour calculer les impôts par tranche de revenus. Alors, si vous êtes sans société, les bénéfices d'une société ne sont jamais taxés à 40, 45 ou 50%. Non, les premiers 100 000 € sont taxés à 20%. Et puis, la partie qui dépasse 100 000 € sera taxée à 25%. Une société ne paye pas d'impôts au niveau communal, donc il n'y a pas d'additionnel à ajouter dans l'ISOC. Une société ne paye pas de cotisation sociale non plus, comme les indépendants. Et donc, à première vue, on a l'impression que, d'un point de vue fiscal, social, c'est plus intéressant d'être en société. Mais je vous ai dit que c'est à partir d'un certain revenu imposable. Alors, il y a deux explications. Donc, imaginons que vous avez un revenu imposable de 20 000 €. Vous êtes indépendant, personne physique, vous n'avez pas de société au niveau fiscal. Les premiers 9 270 € seront exonérés, donc ce sera presque la moitié qui ne sera pas taxée, tandis que dans les SOC, pour les sociétés,
c'est à partir du premier euro qu'on paye quand même 20%. Donc, même si les pourcentages de l'ISOC sont inférieurs au taux de l'IPP, la base imposable pour une société est toujours plus importante que pour une personne physique. Alors, il y a une deuxième explication. Quand vous créez une société, vous créez une autre personne morale, comme on dit. Donc, les bénéfices réalisés par la société appartiendront à la société et pas à vous directement à titre privé. Donc, la société devra rémunérer votre travail en tant qu'administrateur ou en tant qu'associé actif, etc. Et à chaque fois quand la société sort de l'argent, paye un salaire, il y aura une taxation dans le chef du bénéficiaire, donc dans le chef de l'administrateur, dans le chef de la personne privée qui touche cette rémunération. Si la société paye un salaire, il y aura une taxation dans l'IPP selon les pourcentages que je viens de vous montrer. Mais il y a d'autres mécanismes qui existent pour sortir de l'argent de sa société sans être taxé dans l'IPP selon les pourcentages progressifs. Par exemple, la société peut distribuer un dividende. Ce n'est pas la meilleure solution d'un point de vue fiscal, mais les dividendes ne sont pas taxés à 40, 45 ou 50%, mais dans le précompte mobilier, c'est-à-dire qu'il y aura un précompte à retenir à la source du dividende qui correspond à 30%. Sous certaines conditions, ça peut être 15%. Mais tout ça juste pour vous illustrer qu'il ne suffit pas de comparer le taux de l'IPP avec le taux de l'ISOC, et que c'est à partir d'un certain revenu imposable que ça devient intéressant d'un point de vue fiscal d'être en société. Alors, pour résumer, si vous hésitez entre l'indépendant personne physique et la création d'une société, il y a deux critères. Si vous estimez qu'il y a beaucoup de créanciers potentiels, vous engagez du personnel, vous signez un bail commercial, il y a les crédits vis-à-vis de la banque, etc., éventuellement vis-à-vis des fournisseurs, n'hésitez pas à créer une société qui offre une responsabilité limitée, même si les revenus sont plutôt faibles. S'il n'y a pas vraiment de créanciers potentiels au départ et si les revenus sont plutôt faibles sur base de votre plan financier, démarrez comme indépendant personne physique. Et rien n'empêche de passer en société par après en fonction de l'évolution de votre business et en fonction de l'évolution de vos revenus imposables, éventuellement dans le cadre d'une optimisation fiscale. Puis il y a d'autres différences entre le statut d'indépendant personne physique et la société, mais a priori, ce ne sont pas des critères dont il faut tenir compte pour orienter votre choix. Comme on va voir, il y a des différences au niveau de la procédure de lancement. Les coûts de fonctionnement sont plutôt limités quand on est indépendant personne physique, parce que pour les sociétés, il faut respecter le code des sociétés, il faut faire des publications au moniteur belge, par exemple, quand on remplace un des administrateurs, etc. Les indépendants personnes physiques ont une comptabilité simplifiée, tandis que les sociétés doivent avoir une comptabilité détaillée, ce qui fait que les frais de comptable seront plus élevés. Alors, imaginons que vous constituez une société. Bon, là, il y a plusieurs possibilités. Je vous dis tout de suite que la SRL, qui remplace l'ancienne SPRL, est la forme de société la plus intéressante, la plus flexible. Donc, d'un point de vue juridique, c'est une forme de société qui offre beaucoup de liberté aux actionnaires, aussi au niveau de la gouvernance. Il y a même plus de capital minimum. La loi dit qu'il faut apporter des capitaux propres suffisants. Moi, je conseille toujours d'apporter quand même minimum 2 000 €, ne fût-ce que pour payer le notaire et les autres frais de constitution. Il suffit d'avoir un seul fondateur. Le fondateur ou les fondateurs seront les premiers actionnaires de la société. Et puis, voilà, pour le reste, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'avantages liés à la création
d'une SRL, aussi si vous envisagez d'ouvrir le capital à des tiers, des investisseurs privés, etc. Il y a moyen d'émettre des parts, des actions avec un droit de vote multiple, de créer différentes catégories d'actions, etc., etc. Alors, la coopérative, depuis la grande réforme en 2019, il y a très peu de coopératives qui se créent. Donc, pour vous donner une idée, selon une étude Creydon en 2021, il y a eu une centaine de coopératives qui se sont créées. Donc, c'est vraiment très peu, en sachant qu'il y a plus ou moins 35 000 SRL qui se sont créées en 2021. Et donc, suite à la réforme en 2019, les activités d'une coopérative ont été limitées. Le législateur a même hésité à supprimer la coopérative. Et donc, la loi aujourd'hui dit que si vous créez une société coopérative, que vous devez respecter les valeurs coopératives et que l'activité principale de la coopérative doit être une aide au développement des activités des coopérants ou d'un tiers concerné. Donc, c'est quand même une restriction assez importante qu'on ne retrouve pas chez la SRL. Donc, au niveau de la SRL, il n'y a aucune restriction au niveau des activités à développer. Dans une coopérative, il n'y a plus de capital minimum non plus. Il faut être 3 fondateurs et minimum 3 actionnaires. Alors, la SA, c'est peut-être pas la meilleure forme non plus pour une start-up. Mais donc, la SA nécessite toujours un capital minimum de 61 500 €. Il suffit d'avoir un seul fondateur. Alors, il y a aussi la SNC. Enfin, oui, juste pour votre information, la SA n'a plus vraiment d'avantage par rapport à la SRL. Donc, la SRL peut être organisée de la même façon qu'une SA aujourd'hui. Par exemple, une SRL aujourd'hui peut aussi émettre des obligations convertibles, ce qui n'était pas possible à l'époque. Alors, il y a aussi la SNC, la SCOM, ce sont des formes de sociétés un peu moins connues. Une SNC, c'est une société en nom collectif, tandis qu'une SCOM est une société en commandite. Il n'y a pas de capital minimum. Il faut être 2 pour la création de la SNC ou de la SCOM. Il ne faut pas passer devant notaire, donc vous pouvez rédiger le statut vous-même, ce qui fait que vous économisez déjà plus ou moins 1 000 € frais de notaire. Vous pouvez rédiger le statut vous-même et le publier au Moniteur belge. Mais dans la SNC, tous les associés, tous les actionnaires ont une responsabilité illimitée. Dans la SCOM, il faut avoir minimum un associé passif qui aura une responsabilité limitée et minimum un associé actif qui aura une responsabilité illimitée. Et donc, ces formes de société sont souvent utilisées pour des raisons fiscales. Donc, si par exemple vous êtes employé et vous envisagez de démarrer une activité complémentaire pour éviter le cumul entre les deux revenus et pour éviter pour essayer d'échapper à la progressivité de l'IPP, ça peut être intéressant de créer une société pour que les bénéfices liés à l'activité complémentaire soient pas taxés dans l'IPP, mais dans l'ISOC. Alors, il y a aussi l'ASBL, donc il n'y a pas de capital du tout dans une ASBL. C'est quand même important à savoir, surtout si vous faites appel justement à des investisseurs privés pour financer votre projet. Donc, il n'y aura pas moyen de donner des parts aux investisseurs parce qu'il n'y a pas de capital dans une ASBL. Une ASBL ne peut pas distribuer des dividendes non plus. Et les investisseurs n'auront pas droit au tax shelter parce qu'il n'y a pas moyen d'investir dans un capital quand on crée une ASBL. Par contre, il y a le prêt proxy qui offre aussi un avantage fiscal. Mais c'est quand même un point important si vous envisagez de créer une ASBL. Et si vous souhaitez faire appel à des investisseurs privés. Alors, dans une ASBL, il faut être 2 minimum.
il ne faut pas passer devant notaire non plus pour la création d'une ASBL. Vous pouvez, ça c'est très important à retenir, vous pouvez quand même développer une activité purement commerciale. Quand vous avez une ASBL, avant la réforme de 2019, ce n'était pas possible d'avoir une activité commerciale comme activité principale. Dans une ASBL, on peut se payer correctement, mais on ne peut pas exagérer, hein, donc vous ne pouvez pas vous enrichir, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même toucher une rémunération correcte. C'est aussi une différence avec la SRL, par exemple, où si l'activité marche bien, vous pouvez distribuer des dividendes, augmenter votre rémunération comme vous voulez, etc. Alors, comme je vous ai dit, il y a d'autres possibilités. La succursale, vous pouvez reprendre une activité existante, éventuellement les statuts intermédiaires, etc. Mais vous avez compris que c'est quand même important de choisir la meilleure forme au bon moment en fonction de l'évolution de votre activité aussi. Alors, au niveau de la procédure, si vous optez pour le statut d'indépendant personne physique, ben, ça peut aller très très vite. Il suffit de prendre contact avec un guichet d'entreprise comme Partena, Securex, etc. Donc, ce sont des entreprises privées agréées par l'État pour remplir certaines formalités. Et ça peut aller très, très vite si toutes les conditions sont remplies, si vous avez l'accès à la profession, si vous avez la carte professionnelle, etc., si votre diplôme a été reconnu, si vous avez obtenu un diplôme à l'étranger, etc., ça peut aller très, très vite. Alors, vous devez aussi vous affilier à une caisse d'assurance sociale, payer des cotisations sociales par trimestre. Normalement, une fois que le guichet d'entreprise vous a inscrit à la Banque Carrefour des entreprises, vous allez obtenir un numéro d'entreprise qui sera aussi utilisé comme numéro de TVA. L'inscription à la Banque Carrefour des entreprises vous coûtera plus ou moins 92 €. Et puis, vous devez aussi vous affilier à une mutualité pour vous faire rembourser certains frais de santé, etc. Alors, si vous optez pour la création d'une SRL ou une coopérative ou une SA, vous devez passer devant notaire. Bon, j'ai entendu récemment que les notaires ont adapté leurs honoraires. Donc, si je suis bien informé, ça coûtera moins cher de créer une société. On parle d'un montant de plus ou moins 1000 €. Vous pouvez aussi préparer la rédaction des statuts par le notaire via une plateforme qui s'appelle Start My Business. Donc, vous pouvez donner certaines informations qui permettront au notaire de rédiger un projet de statut. C'est ce qu'on appelle aussi l'acte authentique. Mais donc, sachez que pour la création d'une SRL, une coopérative, une SA, il faut passer devant notaire et ce passage n'est pas gratuit. Vous devez aussi rédiger un plan financier sur 2 ans. Ce n'est pas seulement un exercice intéressant pour vous en tant que starter, mais c'est aussi une obligation juridique et ça peut avoir une importance si la société fait faillite dans un certain délai après la création. Puis le notaire, il va publier les statuts au Moniteur belge. La société, elle aussi, elle aura un numéro d'entreprise, un numéro de TVA et, très important, en tant qu'administrateur de la société, vous aurez le statut d'indépendant pour la sécurité sociale. Vous n'aurez pas votre propre comptabilité, c'est la société qui aura une comptabilité, un numéro de TVA, etc. Mais pour des raisons sociales, vous aurez le statut d'indépendant et pas le statut d'employé. Donc, en tant qu'administrateur, vous devez aussi vous affilier à une caisse d'assurance sociale et payer des cotisations sociales si votre mandat est rémunéré. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. Je n'en vois pas. C'est le moment, c'est l'instant. Tu n'en vois pas. Non, je n'en vois Alors, toujours pas. on peut clôturer. Merci Donc, beaucoup, Chris. je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets et une excellente soirée. Au revoir.
Merci, Chris. Merci à toi. Voilà, je reprends la main. Donc, j'ai oublié de vous dire au début, on va vous envoyer les slides demain, demain ou d'ici la fin de la semaine. Donc, vous recevrez bien tout ça par l'email avec lequel vous vous êtes inscrit. Si ça n'arrive pas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On regardera où est le problème. Et donc, on vous envoie ça par email. Voilà, je continue. Donc, Chris, vous parlez du statut d'indépendant. Donc, effectivement, il y a deux choses différentes quand on parle du statut d'indépendant. Il y a la forme d'entreprise, indépendant, personne physique. Il y a le statut social d'indépendant. C'est parfois un peu compliqué à comprendre parce qu'on utilise le même mot pour deux choses différentes. Et donc, même quand vous êtes en société, si vous êtes administrateur, vous allez avoir le statut social d'indépendant, donc vous allez devoir payer des cotisations sociales. Quand vous êtes indépendant personne physique, vous avez aussi le statut social d'indépendant. Vous pouvez aussi diriger une ASBL en ayant le statut social d'indépendant. Donc, c'est vraiment votre statut social. Vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas indépendant. Et donc, on peut avoir le statut d'indépendant sans avoir de numéro d'entreprise. Donc, en personne physique ou en société, on peut être indépendant à titre principal, donc c'est l'activité principale, ou en activité complémentaire. Donc, par exemple, j'ai déjà un travail à côté, minimum mi-temps, ou je suis au chômage, on va reparler brièvement du tremplin tout à l'heure, ou je suis pensionnée. On doit être complémentaire à quelque chose. Donc, ça veut dire que vos droits sociaux sont déjà couverts. Mais donc, je peux très bien créer une société et être administratrice de la société en statut social d'indépendant complémentaire. C'est tout à fait possible. Et donc, le coût pour ça, l'inscription, Chris en a parlé, vraiment pour s'inscrire au guichet d'entreprise, ça coûte à peu près 90 €. Les cotisations sociales, c'est ce que vous allez payer tous les 3 mois pour couvrir vos droits sociaux. Elles correspondent à 20,5% de votre revenu net avant impôt, avec un minimum pour les indépendants à titre principal d'environ 750 € par trimestre. Donc, c'est pas rien. Vous devez les payer client pas client. Certainement la première année. Plus tard, il y aura moins demandé des dispenses, mais qui ont quand même des incidences sur votre pension. Donc, cotisations sociales, c'est important, il faut les payer. Elles sont plus faibles que les cotisations sociales d'un salarié, par exemple, mais la grande différence, c'est que le salarié, évidemment, reçoit du net en poche. Un indépendant, il va recevoir le brut sur son compte en banque. Il va devoir lui-même repayer les impôts, les cotisations sociales, la TVA. Donc, une grande partie de ce qui est entré sur le compte en banque va ressortir. C'est vrai pour un salarié, sauf que le salarié reçoit que le net, c'est le patron qui paie tout ça. Et donc, parfois, surtout quand on revient du statut salarié, c'est un petit peu compliqué à gérer au début. Il faut être vraiment très attentif à ça. Un indépendant à titre complémentaire, comme ses droits sont déjà couverts en cotisation provisoire, quand on ne sait pas encore ce qu'il va gagner, il paie à peu près 80 € par trimestre. Mais sinon, ça sera la même chose, il va payer 21% de ce qu'il gagne. On paie bien sûr la TVA aussi. Pour la TVA, en fait, on est simplement percepteur d'impôts pour l'État. Et donc, le client vous donne une TVA que vous repayez à l'État. Et même chose, si vous achetez des marchandises, ça sera le sens inverse. Mais malgré tout, de nouveau, si vous avez reçu 121 € sur votre compte en banque, il y aura 21 € de TVA qui vont être reversés à l'État. C'est important d'en être bien conscient. Et l'imposition, Chris vient de vous en parler, une partie plus ou moins importante repart vers l'État aussi. Je vois une question, je jette un œil quand même. Oui, donc effectivement, un gestionnaire de SRL, il a le statut social indépendant et donc il va se donner une rémunération ou pas, mais en général, le but c'est quand même de vous donner une rémunération. Sur cette rémunération, vous allez payer les cotisations sociales d'indépendant à titre principal si vous êtes indépendant à titre principal ou en complémentaire si vous êtes complémentaire. Moi, j'ai mon travail salarié, j'ai une société à côté pour laquelle je suis indépendante complémentaire et donc je paie a priori les cotisations sociales de complémentaire. Mais donc, effectivement, un patron d'entreprise, un administrateur, a le statut social d'indépendant et va payer des cotisations sociales sur la rémunération qu'il reçoit. Donc, ce que disait Chris, les revenus de l'entreprise, de la société appartiennent à la société. C'est une autre
personne morale que vous. Donc, sur ça, c'est la société qui paie des impôts. Mais si la société vous donne une rémunération, alors pour la société, ce sont des coûts, elle ne paiera pas d'impôts, mais pour vous, c'est un revenu, et là, vous payez l'impôt là-dessus et les cotisations sociales. Donc ça, c'est assez important, et c'est vrai que ça met de la confusion parce qu'on met les mêmes mots pour dire des choses un peu différentes. Mais de nouveau, parfois, c'est présenté comme les indépendants, ils paient plein d'impôts, ils en paient plus que les autres, et en fait, la grosse différence, c'est que ça passe par votre compte en banque et que vous le rendez. Mais si vous regardez votre fiche de paie, si vous êtes salarié, en fait, la taxation, alors la taxation est la même, les cotisations sociales, elles sont encore plus élevées. Je regarde en nouveau là. Alors, la question, c'est si la première année, on ne paie pas de rémunération, on ne devra pas payer de cotisations sociales. Dès qu'on est administrateur, on a le statut indépendant. Et dès qu'on est indépendant, on paye des cotisations sociales. Si on est complémentaire, on peut ne pas payer de cotisations sociales. Si on est indépendant à titre principal, normalement, on paie des cotisations sociales revenu par revenu. Si on arrive à prouver que c'est un mandat à titre gratuit, donc il y a 0 avantage, il faut discuter avec le guichet d'entreprise et la caisse d'assurance sociale. Il y a parfois moyen de s'en sortir, mais c'est assez compliqué. Normalement, dès que vous êtes administrateur, vous avez le statut indépendant, et la première année, un indépendant ne peut pas être dispensé de cotisations sociales. Il peut payer des cotisations réduites, c'est ce qu'on appelle le statut primo-starter, et donc au lieu de payer 750 par trimestre, il va payer à peu près 400 en déclarant sur l'honneur qu'on va gagner moins de 7 000 € sur l'année, mais on ne peut pas demander de dispense la première année. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut bien se renseigner, il faut y penser dans votre business plan et dans votre plan financier. Et de nouveau, pensez, c'est comme un salarié, mais quand on fait son plan, il faut prévoir cette rémunération et il faut prévoir les impôts et les taxes aussi. Les cotisations sociales, c'est quand même pas anodin, ça permet de vous payer la pension plus tard. C'est l'assurance maladie, c'est l'assurance pour tout ce qui est lié aux enfants, donc les allocations familiales, des congés de maternité, de paternité. En cas d'incapacité de travail, c'est le droit passerelle quand on est indépendant. Donc, en général, c'est plutôt quand on est vraiment face à des grosses difficultés ou qu'on fait faillite, on a droit pendant un certain nombre de mois à une allocation. Vous avez vu pendant la crise du Covid ou encore maintenant d'ailleurs, le droit passerelle a été étendu et ça devient une espèce de chômage pour les indépendants. Donc, c'est quand même des droits hyper importants. Et pour ça, vous payez 20% de vos revenus. De nouveau, comme un salarié paie entre 30 et 37% de ses revenus aussi. Alors, le point le plus important peut-être de ce soir, c'est vraiment l'importance de la préparation de son projet d'entreprise. Il y a à Bruxelles un centre pour entreprises en difficulté, donc le CED, donc un centre vers lequel on peut se tourner si on est face à une difficulté. Et il y a beaucoup de jeunes entreprises qui arrivent, entreprises de moins de 4 ans, et qui parfois font faillite. Est-ce que vous avez une idée de quel pourcentage de ces jeunes entreprises qui font faillite auraient pu éviter cette faillite grâce à une meilleure préparation? Est-ce que c'est 25, 55, 70, 85? 70%. Moi, je trouve ce chiffre effarant. 70% de ces jeunes entreprises qui sont passées par le CED auraient pu éviter la faillite en se posant plus de questions avant de se lancer. C'est énorme, vraiment. Donc, vous êtes là, c'est déjà la première bonne étape. Mais donc, c'est vraiment important de préparer son projet suffisamment. N'y passez pas 3 ans, ça sert à rien, mais il faut quand même vous poser un minimum de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on peut rencontrer un échec? Ce qu'on voit beaucoup, c'est des problèmes de marché. Donc, typiquement, le manque de tests. On a une dame qui a appelé et elle était lancée comme indépendante depuis 6 mois. Et après 6 mois, elle avait 0 client. Donc, 0 client. En attendant, elle était indépendante à titre principal, donc elle devait payer ses cotisations sociales, 750 € par trimestre. Donc, elle avait déjà sorti 1 500 € sans rentrer un seul euro. Et donc, on l'a au téléphone, on lui demande, mais vous avez fait une étude de marché? Elle dit, oui, j'ai fait une étude de marché. Et en fait, il y a personne qui fait ça, donc il n'y a pas de concurrent. Donc, je me suis lancée. Et donc, effectivement, elle a vu juste pas de concurrent. Mais peut-être qu'il n'y a pas de concurrent parce qu'il n'y a pas de marché. Et effectivement, c'était un
un service qu'elle avait vu aux États-Unis, dans son cas, qu'elle a trouvé chouette, qu'elle a ramené ici, mais ça n'existait pas du tout ici. Et en fait, il n'y avait pas de demande ici. Et elle n'avait pas les moyens de créer une demande. Et du coup, ça n'intéressait juste personne. Et jamais dans son étude de marché, elle a été interroger des clients potentiels. Elle a juste vu, OK, il n'y a pas de concurrence, j'y vais. Non, il faut vraiment aller interroger des clients. Ça, c'est vraiment capital. Il est possible de lancer quelque chose qui n'existe pas encore. Et alors, il faut prévoir un budget com et une stratégie com conséquente. On peut créer un besoin, ça arrive tout le temps, mais créer un besoin, ça demande une grosse communication. Le trop de concurrence, je pense que ça va de soi. Si vous ouvrez une pizzeria dans une rue où il y a déjà 20 pizzerias, bah, il faut que votre pizzeria, elle ait un petit truc en plus, hein. Donc soit la pizza, elle est incroyablement bonne, soit la déco est super belle, soit vos prix sont très bas, soit vous avez un sourire éclatant. Mais qu'est-ce qui fait que je vais aller chez vous plutôt que dans les 20 autres? Donc trop de concurrence, c'est quand même compliqué aussi. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est la mauvaise stratégie marketing, donc se tromper de cible. Par exemple, j'invente un GSM parce que j'ai un grand-père qui est assez âgé et je fais un GSM où en fait, avec des touches encore, avec 3 touches pour appeler les enfants, petits-enfants et les secours. Voilà, rien d'autre. Et je fais mon marketing par rapport à la génération de mon grand-père et ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas mon grand-père qui va acheter, c'est enfants, petits-enfants. C'est les gens qui en sont responsables maintenant. Donc je me suis trompée de cible, j'ai pas ciblé la personne qui a le portefeuille. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent aussi. Deuxième point super important, c'est évidemment la trésorerie. Ça, c'est tout le temps. On voit par exemple qu'on n'a pas mis assez de fonds au départ du projet, qu'on a sous-estimé les frais. Et c'est déjà compliqué, on va reparler brièvement tout à l'heure, d'aller chercher des finances en début de projet. C'est encore plus compliqué quand on a déjà avancé, qu'on a vidé ses poches, on n'a plus rien et qu'on va demander un petit rabais en plus à la banque. C'est très compliqué. Donc vraiment, sous-financement, c'est une grande cause de problème. Et le manque de liquidité, de nouveau, on n'a pas assez anticipé. Vous êtes jeune entrepreneur, en général, les entreprises, vos fournisseurs, ils ne feront pas de cadeaux, vous payez cash. C'est très rare qu'avec un starter, on laisse des délais de paiement. Par contre, si vous avez des clients, les clients, eux, vont vous payer tard, voire très tard. Si jamais vos clients sont des grands magasins, par exemple, ils peuvent joyeusement prendre parfois des délais de paiement de 2-3 mois. Mais pendant ce temps-là, vous avez avancé la marchandise, le client ne paie pas, vous avez payé vos fournisseurs, vous pouvez vraiment avoir des trous dans votre trésorerie. Et si ça, vous ne l'avez pas anticipé, vous pouvez être face à des gros problèmes. Donc, trésorerie, c'est vraiment quelque chose à quoi il faut bien regarder. La bonne équipe, ça va un peu de soi, je vais en reparler tout à l'heure. Et l'absence de business model, ça semble ridicule, mais il y a des gens qui se lancent sans savoir trop exactement où ils vont. On a parfois quelqu'un nous a appelé en disant: «Ah voilà, j'ai signé mon bail commercial, à votre avis, qu'est-ce que je dois vendre?» OK, il a vu une super bonne opportunité, un bon emplacement, mais ça manquait un petit peu de réflexion et signer quand on n'a encore rien en tête, c'est quand même prendre un fameux risque. Et ça, c'est un exemple tout seul, mais on voit quand même pas mal de gens qui se lancent, un peu trop les yeux fermés. Donc un minimum de réflexion, c'est une bonne idée. Je regarde la question. Oui. C'est une question liée au chômage, j'y reviendrai, tout à l'heure. Hop, alors comment préparer son projet? La manière classique qu'on faisait avant, c'est rédiger un business plan. Le business plan, c'est vraiment en général 2 parties. Une partie vraiment rédigée, où vous allez écrire qui vous êtes, pourquoi vous êtes la bonne personne pour porter ce projet et franchement cette partie-là, elle est très importante. C'est quoi vos atouts? C'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous allez vendre? Quel produit? Quel service? Quelle valeur ajoutée? Heu, à qui? Qui sont vos clients? Comment? Quel est le marché? Quelle est votre stratégie à court, moyen, long terme? Comment vous allez vous financer? Comment vous allez communiquer? Bref, une description complète de votre projet. Et puis vous avez le pendant en général dans un joli tableau Excel qui vous dit, combien, vous mettez ça en chiffres et donc peut-être en mettant les chiffres, vous voyez que vous êtes coiffeur et il vous faut,
20 clients par jour pour survivre tout juste. Et donc peut-être là, il y a un problème, c'est que vos tarifs sont trop bas ou vos frais sont trop hauts ou qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et donc là, vous devez pouvoir vous ajuster. Et parfois, on se rend compte que ça marche juste pas et que peut-être vous êtes coiffeur et votre loyer est très haut. Le loyer, vous pouvez pas le changer. Vous n'allez pas faire payer 300 € la coupe au client. Donc voilà, oubliez. Donc parfois, le fait de mettre les chiffres sur papier voit que le projet n'est simplement pas viable. Et c'est le moment de chercher autre chose et de pivoter. C'est pas grave, c'est mieux de le voir avant qu'après. Et ceux qu'on voit qui échouent, ben, parfois, ils le voient après. Et donc, ça va d'abord vous servir à vous, ce business plan, surtout le plan financier. La partie rédigée aussi, parce que rien à faire en rédigeant, vous allez vous poser des questions. Et ça, c'est important. Ça sert évidemment à convaincre les banquiers qui attendent le joli business plan. Et puis le notaire, Chris vous l'a dit, pour les sociétés à responsabilité limitée, vous devez donner le plan financier. Est-ce que le notaire le regarde? Non, le notaire le range. Mais si jamais vous faites faillite dans les 3 ans, on va le sortir. Et si vous n'avez pas bien fait votre devoir, on va remettre en cause la responsabilité limitée et donc vous pouvez être responsable personnellement. On va jamais vous reprocher d'avoir espéré avoir eu 20 clients et finalement vous en avez eu 10. Mais par contre, évidemment, si vous avez oublié de mettre le loyer dans les frais, ou vous avez oublié les assurances ou des frais comme ça, qui sont facilement prévisibles, oui, c'est votre faute, vraiment. Ou si justement vous n'avez pas calculé la trésorerie qui fait que vous êtes dans un trou et c'est ça qui vous a mis dedans, oui, c'est votre faute, c'est prévisible. Et dans ce cas-là, attention à la responsabilité, vous pouvez perdre tout ce que vous avez mis déjà. Donc c'est vraiment pas un document anodin. L'autre façon de commencer qui est beaucoup plus chouette, et désolé, tout s'est éteint ici, c'est très spécial, 19 h, ok. C'est le business model Canva. Le business model Canva, ça vous sert pour préparer le projet vraiment dans la première étape. C'est beaucoup plus facile que le business model classique, le business plan, parce que vous allez utiliser une grande feuille et sur la feuille, vous avez vraiment tout votre business model, toute la façon de fonctionner de votre business qui apparaît. Donc, au centre, vous voyez la proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que vous allez vendre et quelle est votre valeur ajoutée pour le client? À quel problème vous répondez? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de venir chez vous? Et donc peut-être c'est parce que c'est pas cher, peut-être parce que c'est de meilleure qualité, parce qu'il y a un service qui est attaché. Il y a plein de valeurs ajoutées possibles, mais il faut une valeur quelque part. Si vous avez de nouveau la même pizza que les 20 pizzerias de la rue, pourquoi j'irai chez vous alors que je connais déjà les autres? Donc qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous apportez de plus aux clients? Et le plus, c'est très variable. Du prix très bas, du prix très haut, de l'image de luxe, tout est possible, mais il faut un plus. Et puis, vous avez effectivement tout ce qui est lié au client et tout ce qui est lié à votre produit, avec quel partenaire, quelles activités, quelles ressources. Et de là viennent les coûts et les revenus. Mais donc, vous avez tout ça en vue sur une seule feuille. En général, on joue avec des post-it. Et ça permet de voir tout de suite où sont les hypothèses, d'aller éventuellement vérifier sur le terrain, c'est l'idéal. Et puis de vraiment laisser aller votre créativité. N'hésitez pas à prendre plusieurs amis et de jouer un peu avec eux pour voilà, faire sortir le plus d'idées possible et après valider sur le terrain. Mais au moins, vous avez tout votre modèle en un seul coup d'œil devant vous. Alors que le business plan, il sera sur 20 pages. Par contre, une fois que vous avez ça et que ça tient la route, si vous devez aller voir un banquier, évidemment, il faut remettre ça dans une belle version rédigée qui va plaire à madame la banquière ou à monsieur le banquier. Et donc, le banquier, toujours, qu'est-ce qu'il va aller voir? Vous, la personne qui porte le projet lui-même aussi, bien sûr, le produit, mais l'équipe, et puis il va aller voir les chiffres. Hein. Est-ce que vous allez réussir à le rembourser? Est-ce que ça tient la route? Mais donc, n'hésitez pas, Business Model Canvas. Et il y a des outils en ligne pour pouvoir vous aider. Il y a aussi plein de formations. Il y a plein de formations chez Passeport Réussite à l'EFP. C'est des petites formations de 3 heures, très chouettes par rapport à l'entrepreneuriat, avec le code 1819 promo, tout ça en un mot, 1819 promo. Ça coûte seulement 19 €, donc c'est pas cher. Tout ce qui est digital, marketing digital, site internet, référencement,
Il y a plein de très bonnes formations chez Google Atelier Digital et tout est gratuit. Et puis, il y a bien sûr des choses payantes, des formations de longue durée chez Solvay Entrepreneur, Échec Formation Continue, formation de très grande qualité. Là, on parle d'un autre budget, évidemment. Bessie a beaucoup de formations. Il y a du gratuit, il y a du payant, des choses très pointues. Plein de choses sur Dorifort et puis sur notre agenda. Allez voir aussi parce que ça va être… Il y a plein de choses à Bruxelles, vraiment, ça n'arrête pas. Vous allez vraiment trouver votre bonheur. Des choses plus généralistes, des choses beaucoup plus pointues, du gratuit, du payant. Il y a vraiment plein de choses qui se passent à Bruxelles. Je vais quand même prendre 30 secondes pour aller allumer parce que c'est très glauque ici. Et je reviens donc dans 30 secondes top chrono. Et je retiendrai rentrer à la maison pour faire la présentation. Alors, le point suivant, c'est l'importance de bien s'entourer et se faire accompagner. Alors, s'entourer, pour lancer une entreprise, en général, il y a trois aspects principaux quand on est chef d'entreprise. Il y a l'aspect technique. De nouveau, si j'ai un salon de coiffure, ça serait bien que quelqu'un sache coiffer. Il y a l'aspect commercial. Si j'ai un besoin de vendre des choses, il y a cet aspect commercial. Et puis, il y a l'aspect administratif. Donc, le côté vraiment gestion, paperasse. C'est quand même trois choses extrêmement différentes et on n'a pas toujours ça en soi. Donc, bien sûr, vous pouvez vous former, bien sûr, vous devez vous former, mais parfois, on a ses limites juste physiques presque. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'entourer, à se faire aider. Une option, c'est les associés. Alors, l'association, c'est un peu comme un mariage. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. C'est juste encore plus compliqué de divorcer. Donc, il faut bien réfléchir, il faut bien choisir, bien discuter et il faut surtout verrouiller tout ce que vous discutez par écrit. Faire un pacte d'associés. Je vous parle d'expérience. Une association, ça peut être, vous traînez votre associé comme un boulet. Mais c'est compliqué de lancer un gros projet maintenant seul. Donc, s'associer, il y a un plus, mais vraiment, il faut cadenasser les choses. Et comment canasser? Mais du coup, effectivement, le pacte d'associés. Qu'est-ce que vous mettez dans le pacte d'associés? Tout. Qu'est-ce qu'on fait si on gagne plein d'argent? Ça arrive parfois et ça se dispute aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait si on a des problèmes? Qui travaille? Combien de temps? Qui s'engage à faire quoi? Combien on se rémunère? Est-ce qu'on se rémunère la même chose, quel que soit le travail? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut partir? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un meurt? Et peut-être le point le plus important, si on n'est pas d'accord, comment se prennent les décisions? Alors ça se pose vraiment quand on commence à 50-50. Franchement, 99% des cas qui commencent à 50-50, ça finit mal. Et on voit tout le temps des familles qui se parlent plus, des meilleurs amis qui se parlent plus, parce qu'à un moment, on parle d'argent. Et quand les problèmes arrivent, ça part en cacahuète. Donc vraiment, s'associer, c'est possible, ça peut être une force. Bien choisir, vivez un peu ensemble, travaillez un peu ensemble avant de le faire et verrouiller ça par écrit, vraiment. Pour que quand les problèmes arrivent, il y en aura toujours, un moment ou un autre, il y a un écrit. Et cet écrit, il vous sert de base et ça va éviter de grosses disputes. Et cet écrit, bien sûr, il peut évoluer au fur et à mesure que la société évolue aussi. C'est pas quelque chose qu'on écrit au début et qui ne bouge plus. Non, ça peut évoluer, mais il faudra que vous soyez d'accord pour le faire évoluer par la suite. Mais au moins, vous avez une base et ça va éviter beaucoup de problèmes. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un associé. Vous pouvez aussi prendre un partenaire de temps en temps ou vous faire aider de consultants pour une demi-journée, un jour, un mois. Vous pouvez prendre un salarié aussi plus tard. Donc, il y a plusieurs moyens d'aller chercher des partenaires sans que ce soit ce lien indissoluble du mariage. Voilà, à réfléchir, mais pensez que
voilà, c'est comme un mariage avec le même taux de divorce, voire un peu plus, et plus de problèmes encore. Mais en même temps, lancer une entreprise, c'est lourd quand même. Et parfois, l'association, ben, déjà, c'est plus de fonds ensemble. Et puis, ben, quand il y en a un qui est un peu, qui a du mal, ben, l'autre tire et inversement. Et puis, on a des qualités qui peuvent se compléter. Dans les partenaires compétents qu'on peut aller chercher, bien sûr, il y a tout ce que je vous ai mis là, mais particulièrement le comptable. Alors, on l'a vu, alors nous, particulièrement avec la crise, il y a beaucoup de comptables qui nous ont appelés. Et là, on savait qu'il y avait des mauvais comptables, mais on n'imaginait pas à quel point. Il y a des catastrophes sur pattes qui se promènent là avec le titre de comptable et d'expert comptable. Donc vraiment, le comptable, choisissez-le avec soin. Euh, Demandez bouche à oreille quelqu'un qui vous recommande son comptable. Demandez comment il facture. Ça, c'est important aussi. Il y a des comptables qui vont vous facturer à l'heure, vous proposer un tarif à l'heure, d'autres qui imposent d'office un tarif, un forfait, qui est peut-être pas nécessaire quand vous avez une petite activité au début. Est-ce qu'il connaît votre secteur d'activité? Si oui, il connaîtra les ficelles fiscales qui vous permettront peut-être de payer un peu moins d'impôts. Est-ce que vous le comprenez quand il vous parle? C'est important aussi. C'est bien que vous ayez la base, mais il doit aussi pouvoir vous parler de façon claire. Donc voilà, le comptable, vraiment, ça peut être un vrai conseil, comme ça peut être juste une charge chaque mois qui sert à encoder vos factures avec des fautes en plus. Il y a de tout qui traîne, donc vraiment, essayez de faire jouer le bouche à oreille. On est du secteur public, donc malheureusement, on ne peut pas vous recommander de comptable. Donc vraiment, faites jouer vos connaissances pour trouver un comptable qui vous convienne. Je vous ai mis les fédérations parce qu'ils ont parfois des services intéressants, comme le service juridique, par exemple, du UCM et du SDI, pour une cotisation vraiment modique par an de l'ordre de 170, 190 euros. Vous avez accès de façon illimitée aux services juridiques. Et donc, ils peuvent relire des conditions générales de vente. Ils peuvent donner leur avis par rapport à un conflit que vous avez avec un client, par exemple. Donc, c'est vraiment des services très chouettes, assez efficaces et pour un prix imbattable si vous voulez faire appel à un juriste ou un avocat. Et puis, il y a un paquet de structures d'accompagnement aussi. Donc, je vous rappelle, nous, 18-19, on vous donne de l'info, on vous oriente, mais on n'accompagne pas. Donc, on ne peut pas s'asseoir avec vous et votre business plan pour regarder comment il est fait. On va vraiment vous orienter vers des structures qui, elles, sont spécialisées là-dedans. On fait partie de Hub Brussels qui, elle, est une structure d'accompagnement, mais ne peut pas accompagner tous les projets à Bruxelles. Et donc, est spécialisée, je vous montrerai le slide suivant, plutôt par secteur. Le service le plus universel de Hub, c'est celui que vous avez vu avec Davy. C'est vraiment tout ce qui est permis d'urbanisme et d'environnement. C'est le seul service du même type à Bruxelles. Donc là, par contre, quel que soit votre secteur, quel que soit votre projet, vous pouvez vous diriger vers eux. Pour le reste, il y a un peu plus de limites. Mais il y a plein d'autres structures. Vous voyez là, je vous ai mis les guichets d'économie locale. Qu'est-ce qu'on fait dans un guichet d'économie locale? Il y en a 5 à Bruxelles. On va regarder avec vous votre business plan. On va vous aider à le faire. On ne le fait pas à votre place. On vous aide à le faire. Une fois que c'est fait, le plan financier est fait, on vous aide éventuellement à chercher des financements, de nouveau à remplir les dossiers. Idem pour les subsides. Et puis, on vous suit jusqu'à la création et après la création aussi. Parce qu'en fait, créer en soi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de survivre après. Et donc, cet accompagnement post-création, ça peut être une vraie aide aussi. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais la survie à 5 ans des entreprises, elle est de l'ordre de 2 tiers à peu près. Il y a des petites différences régionales, mais à peu près 2 tiers. Mais c'est très variable de secteur en secteur. Je pense que la survie des snacks à Bruxelles, donc ceux qui ouvrent de la petite restauration, la moyenne est à 9 mois. Vous voyez, c'est tout petit. C'est aussi pour ça que les banques prêtent tellement difficilement à des projets Horeca. Et donc, du coup, l'accompagnement pré-création, post-création, c'est vraiment un plus. Il fait à peu près le même projet le même accompagnement qu'un guichet d'économie locale, plutôt dirigé vers les demandeurs d'emploi. Idem pour MicroStart, mais plutôt avec une vue pour un microcrédit par la suite. Une ISO pour les demandeurs, pour les néerlandophones ou anglophones. La chambre de commerce fait aussi l'accompagnement, mais qui devient rapidement payant. Et puis, vous avez
ces programmes d'accompagnement, formation qui sont un peu plus chers. Je vous ai mis l'entrepreneuriat féminin aussi. Donc, il y a une plateforme qui regroupe toutes les structures qui s'appelle Women in Business. Pourquoi entrepreneuriat féminin? Parce qu'on a vu que les femmes avaient des freins particuliers vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Pour le moment, il y a une structure gratuite qui accompagne spécifiquement les femmes à Bruxelles, c'est Credal. Il y a eu un appel à projet et donc les lauréats vont commencer bientôt. Donc a priori, il y aura plus de choix assez prochainement, mais ils ne sont pas encore dévoilés. Tout ce qui est ASBL, je vous ai mis aussi ici les structures d'accompagnement, particulièrement économie sociale. Il y a Coop City qui est vraiment l'organisme régional d'accompagnement pour les projets d'économie sociale. Donc économie avec une activité économique. Donc pas juste sociale, mais économique. Les autres font l'accompagnement aussi pour des ASBL sans forcément d'activité économique. Et puis à droite, je vous ai mis tout ce qui est coopérative et portage de projets. Donc par exemple, Job Yourself, c'est un système très chouette qui vous permet, si vous êtes chercheur d'emploi avec des allocations, c'est surtout ce cas-là où c'est intéressant, de pouvoir tester vraiment votre projet à 100% tout en conservant vos allocations. Donc vous allez devenir membre de Job Yourself, vous allez pouvoir commencer à facturer avec le numéro de TVA de Job Yourself. Le NEM vous exempte complètement de recherche d'emploi, donc vous êtes complètement dispensé, vous êtes à fond sur votre projet. Et donc pendant cela, vous pouvez vraiment tester et en plus vous êtes accompagné. Donc ça, c'est un système, c'est la Rolls-Royce de la sécurité. L'argent que vous gagnez, évidemment, il va sur un compte de votre nom au sein de la coopérative. Vous pouvez en retirer vos frais professionnels, bien sûr. Vous pouvez en retirer une somme que le NEM accepte que vous gagnez en plus de vos allocations, qui n'est pas énorme, qui est de l'ordre de 350-400 € par mois. Éventuellement, si vous avez vraiment besoin, il y a un système pour retirer un peu plus, si vous avez de l'argent, bien sûr. Mais voilà, en attendant, vous pouvez vraiment tester en ayant la garantie que vous recevez vos allocations de chômage. Et pendant ce temps-là, vos allocations de chômage, si elles ne sont pas encore au niveau le plus bas, elles vont rester gelées. Donc, elles vont plus continuer à descendre. Donc, c'est vraiment un très chouette système et ça dure pendant 18 mois. À peu près du même genre, il y a Smart ou les autres du même type. Même chose, là, au lieu de devenir indépendant, de nouveau, vous allez pouvoir facturer via la Smart. Et la Smart va vous salarier pour les contrats que vous faites via elle. Et donc, par exemple, je suis consultante et j'ai trouvé un contrat pour 4 000 €, mais un seul contrat. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Je ne veux pas prendre le statut indépendant qui a quand même quelque chose de plus long terme. Et donc, je vais prendre, j'ai utilisé la Smart. Et la Smart va facturer mon client. Le client va payer la Smart et la Smart, avec ce montant, va me salarier avec un CDD pour un certain nombre de jours. Et grâce à ce CDD, je vais recevoir du net. Et la Smart va ponctionner les impôts, les cotisations sociales de salariés et des frais de 6,5%. Mais ça permet de n'avoir aucun engagement à long terme. Et évidemment, les jours où je suis salarié, je vais noircir les cases pour le NEM, dire ce jour-là, j'étais occupée et donc ces jours-là, je ne recevrai pas d'allocation. Ça marche aussi si on n'a pas d'allocation, juste on aura un petit CDD. Ça marche aussi si on est salarié, par exemple. C'est vraiment très flexible comme façon de faire. Et un des avantages aussi, c'est qu'on ne devient pas indépendant. Et donc, si on n'a pas l'accès à la gestion, qui est encore bloquant pour le moment, pas de problème, puisqu'on est juste salarié. Pas besoin d'accès à la gestion. Donc, Smart, parfois, pour tester une activité, c'est un super moyen. J'avais la question par rapport au chômage tout à l'heure. Le fait de payer des cotisations sociales comme indépendant n'ouvre pas le droit au chômage. Moi, par exemple, je suis devenue indépendante quand j'étais assez jeune. J'ai pas travaillé ou quasiment pas travaillé comme salariée avant. Et du coup, si je voulais arrêter, je n'avais pas le droit au chômage. Donc, le fait de cotiser, faire des cotisations sociales n'ouvre pas le droit au chômage. C'est pour ça que les cotisations d'indépendants sont de 20% et celles de salariés entre 30 et 37%. C'est vraiment la différence. Par contre, si vous avez été salarié et que vous avez déjà ouvert votre droit au chômage, donc vous êtes au chômage ou vous avez ouvert le droit, vous pouvez vous lancer comme indépendant.
Et en fait, vous gardez votre droit au chômage pendant 15 ans. Donc, si après 6 mois ou après 5 ans ou après 14 ans, vous dites mon activité, ça va plus ou j'en ai assez ou quelle que soit la raison, vous pouvez arrêter et vous retrouvez votre chômage là où vous l'avez laissé, indexé, j'espère. Et si le chômage existe encore dans 15 ans, mais quand même, vous avez une vraie sécurité là. Donc, la question était, est-ce que si vous êtes au chômage et vous vous lancez comme indépendant, oui, dans 6 mois, mais il faut 6 mois minimum, vous retrouverez votre chômage si vous arrêtez l'activité. Par contre, si vous n'avez pas ouvert le droit au chômage, le fait d'être indépendant ne l'ouvrira pas. Et vous pouvez être indépendant pendant 40 ans, on voit des cas comme ça, vous n'avez pas le droit au chômage. C'est en étude aussi de changer cela et de donner en tout cas la possibilité d'augmenter les cotisations pour avoir ce droit. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, vous avez le droit, vous devenez indépendant, vous conservez ce droit pendant 15 ans. Vous n'avez pas ouvert le droit, si vous êtes indépendant, vous n'ouvrez pas le droit. Donc, c'est quand même assez important. Mais souvent, on ignore simplement déjà qu'on garde le droit et c'est déjà très important. Alors, il y a plein, je ne vous fais pas le détail parce que de toute façon, ça va être trop, mais il y a plein de services d'accompagnement qui existent parfois qui sont plus spécifiques. Et je vous ai mis les secteurs accompagnés plus particulièrement par UP, donc tout ce qui est économie circulaire, mais c'est plutôt des clusters, donc ça va être plus des formations collectives, de la mise en réseau. Mais donc il y a moyen de trouver aussi quand même du conseil au niveau de UP sur toute une série de secteurs spécifiques. Et je vois que dans ceux-là, non, il y a Hospitality aussi. Je vous rappelle, pour les questions juridiques, n'hésitez pas, vous avez participé à la séance, vous pouvez toujours poser une question à Chris qui était là tout à l'heure. Je vous ai parlé de SDI, UCM, si vous êtes membre, il y a moyen aussi. L'atelier des droits sociaux, c'est un service gratuit qui permet de poser des questions, particulièrement de droit du travail et du coup le droit au chômage, parce que parfois il y a des cas assez compliqués, ils ont une très bonne connaissance de la jurisprudence et tout ce qui est droit du bail. Donc, c'est pas tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, mais sur certains sujets spécifiques, ils ont une très bonne connaissance de la jurisprudence, donc particulièrement le droit au chômage et le fait d'être indépendant. On a parfois des cas assez compliqués. Nous, on organise des permanences juridiques toutes les 3 semaines maintenant avec le barreau de Bruxelles, où il y a moyen d'avoir un rendez-vous gratuit avec un avocat. C'est un rendez-vous d'une demi-heure, donc ça peut être éclaircir un point sur des conditions générales de vente, par exemple, ou si vous avez une question de propriété intellectuelle, vous avez une question par rapport à la forme juridique, vous pouvez avoir un rendez-vous, ça se prend en ligne chez nous. Si vous avez moins de 30 ans, parfois 35, il y a toute une série de programmes très adaptés qui se font aussi à Bruxelles. Vous avez là les coordonnées. Et Yet étant la plateforme qui regroupe tous ces programmes. Et donc, on l'a déjà abordé, mais le fait de se lancer en limitant les risques, la première chose pour limiter les risques, c'est de se faire accompagner. Vraiment, on avait fait une étude il y a quelques années, on voyait vraiment la différence, accompagné, pas accompagné. Le taux d'échec rapide était vraiment beaucoup plus faible en étant accompagné. Parce qu'un accompagnateur, il a vu passer des centaines et des centaines de projets, il va mettre tout de suite le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans votre projet. Après, c'est pas parce que vous êtes accompagné que vous ne courez aucun risque, parce que la vie est ce qu'elle est. Il peut y avoir des travaux dans votre rue, il peut y avoir le Covid, il peut y avoir une crise énergétique, une loi peut changer, les modes changent. Donc, on ne peut jamais tout prévoir en entrepreneuriat, c'est impossible. Un risque, il y en aura toujours un, mais en étant accompagné, vous allez déjà le limiter. Et pour les chercheurs d'emploi, je vous ai déjà parlé du test en coopérative. L'autre mesure intéressante, c'est le tremplin indépendant. Donc, c'est la mesure qui vous permet de devenir indépendant complémentaire en plus du chômage pendant 12 mois. Donc, l'ONEM accepte que vous testiez une activité tout en étant encore au chômage. Alors, l'ONEM limite vraiment le revenu que vous pouvez avoir, donc ça, c'est un peu embêtant. Mais quand même, dans certains cas, c'est une bonne façon de tester, parce qu'au début, ça veut dire que vous êtes garanti de nouveau de garder un revenu. Et vous savez, les clients, ils tombent pas du ciel, donc souvent les revenus, ils tardent à venir. Donc c'est un chouette moyen de commencer aussi. Structure administrative, c'est la SMART, dont je vous ai parlé aussi, qui a le gros avantage de ne pas prendre le statut indépendant. Et puis le dernier, c'est la prime indépendante d'Actiris. Donc pour ça, il faut être demandeur d'emploi inoccupé.
pas forcément avec des allocations, mais inoccupées. Il faut être domicilié à Bruxelles et il faut se lancer là comme indépendant à titre principal. Donc, ça veut dire, si vous aviez des allocations, vous n'en avez plus. Et donc, si vous faites ça, vous devenez indépendant à titre principal et Actiris peut vous donner une prime de 4 000 € qui est donnée sur 6 mois étalés. Elle est intéressante si vous n'avez pas d'allocation et vous n'avez pas droit à autre chose. Si vous avez des allocations, la coopérative, le tremplin, ça sera quand même plus de sécurité. Ça dépend un peu dans quoi vous vous lancez, mais en tout cas, analysez la situation. Et donc, il y a quand même plusieurs options pour vous lancer. On refait une séance spéciale là-dessus avec tous les acteurs de Bruxelles le 23 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, d'ici un mois, on aura une journée, un Focus Day sur ce sujet-là l'année prochaine. Si jamais vous voulez voir ce qui se fait ailleurs, on a aussi Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, qui est animé par Pierre, qui est un de nos collègues de 18-19. Et donc, avec ce programme-là, jeune entrepreneur, rien à voir avec l'âge, c'est juste la question de depuis combien de temps vous êtes entrepreneur. Donc, vous pouvez avoir un projet ou déjà avoir une entreprise et vous voulez aller voir une entreprise qui se trouve ailleurs en Europe. Vous faites un stage en fait dans cette entreprise et vous pouvez du coup recevoir une prime pour ça. Donc, vous allez réussir à avoir à ce qu'on vous paie le logement et une petite allocation. Donc, ça peut être assez intéressant pour aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est pas assez utilisé à mon avis parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à en sortir de ce projet. Donc, n'hésitez pas à contacter mon ami Pierre. Je regarde les questions. Alors, c'est par rapport à la prime Actiris. Donc, effectivement, vous devez prendre le statut social d'indépendant. Donc, vous pouvez très bien devenir administrateur d'une société ou simplement, vous pouvez aussi rejoindre une société comme simplement actionnaire actif. Et de ce fait-là, vous devenez aussi indépendant à titre principal. Vous pouvez rejoindre une ASBL. C'est vraiment le statut social qui compte. Et vous devez habiter Bruxelles, mais vous pouvez très bien rejoindre une société à Arlon. Ça n'a pas d'importance. C'est votre adresse privée qui compte et votre statut social. Pas le fait d'avoir un numéro d'entreprise, vraiment le statut d'indépendant à titre principal. Donc, dans certains cas, si vous n'êtes pas dans les conditions pour autre chose, allez chercher la prime, bien sûr. Et pour aller chercher cette prime, il faut absolument, première étape, vous faire accompagner. Donc, c'est vraiment l'étape principale. La question est, si on est CPS, on peut recevoir une prime Actiris. Vous devez être demandeur d'emploi inoccupé, donc ce côté-là, il est OK. À mon avis, oui. Tout ce qui le risque que vous avez, c'est qu'évidemment, vous ne recevrez plus le CPS. Ça, c'est à discuter avec votre conseiller au CPS s'il accepte qu'au départ, vous ayez encore vos allocations, ce qui arrive parfois, ou si vous les perdez d'office parce que la prime est trop importante. Mais tant que vous êtes demandeur d'emploi inoccupé et que vous habitez Bruxelles, vous pouvez demander la prime. Toujours passer d'abord par l'accompagnement. Autre question, est-ce qu'on peut créer une entreprise 100% en ligne? Absolument, aucun problème. Vous pouvez créer un e-commerce, ça pose aucun problème. Il y en a de plus en plus. Hein. Ok, je vais aller vite sur la fin, pas trop vite quand même, mais vous êtes a priori tôt dans votre projet. Je vais juste vous donner une idée de ce qui existe. Je vous rappelle, on est là pour vous, le 18-19 et tous mes collègues de Hub aussi. On est un service public, ça veut dire qu'on est payé par vos impôts. Donc, n'ayez jamais la moindre hésitation à nous appeler. On est là pour vous. Donc, vous pouvez nous appeler une fois, 2 fois, 10 fois. On vous a donné beaucoup d'infos. C'est normal que vous ne puissiez pas tout assimiler. Donc, n'hésitez pas à rappeler pour redemander plus d'explications derrière, recevoir quelque chose de plus personnel. C'est pour ça qu'on est payé. Donc, notre recordwoman d'appel a nous appelé déjà 80 fois. Vous voyez, il y a encore du chemin pour la rattraper. Et on est vraiment là à votre service. Nous, on veut juste vous donner un maximum de chances de réussir. Donc, de nouveau, n'hésitez jamais, 18-19 tous les matins, on est là pour vous aider. Alors, petit focus sur les financements. Parfois, quand on pense financement, on pense banque. Il n'y a pas que les banques. Il y a tout ce qui est FFF, Family, Friends and Fools. Donc, la famille, les amis, les fous. Donc, des gens de votre entourage plus ou moins proches qui sont prêts à mettre un peu d'argent
sur votre projet, mais parfois c'est ce petit quelque chose qui va vous permettre de débloquer d'autres choses. Il y a un produit qui s'appelle le prêt proxy qui existe maintenant, qui permet, si les gens vous prêtent de l'argent, ils peuvent le faire via une convention type qui fait que vous allez leur payer un tout petit intérêt de l'ordre de 1%. Mais si jamais il y a un gros problème et vous ne pouvez pas rembourser du tout, ce qui peut arriver, c'est de nouveau, c'est une entreprise, il y a des risques, ils vont quand même récupérer en crédit d'impôt un tiers de la somme, quasiment un tiers. Plus, ils vont aussi avoir des abattements fiscaux parce qu'ils vous ont prêté de l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien parce que tout le monde y gagne en fait. Il y a juste un gros point noir, c'est qu'il faut que tout le monde soit à Bruxelles. Donc, celui qui reçoit, mais aussi celui qui prête. Et Bruxelles étant quand même assez limité, ça limite un petit peu les possibilités. Mais sinon, c'est une bonne façon de faire. Vous pouvez aussi avoir bien sûr des gens qui investissent dans votre société et qui vont aussi recevoir des crédits d'impôt. C'est ce qu'on appelle le tax shelter, mais là, ça devient des investissements dans le capital d'une société. C'est différent. Dans ces investisseurs privés, on a ce qu'on appelle les business angels, donc c'est plutôt des investisseurs professionnels. Ils s'appellent angels, c'est pas des angels, hein, ils veulent du profit, mais pour ça, ils sont prêts à prendre du risque parfois, plutôt pour des projets à haut potentiel, souvent des projets technologiques innovants. Et puis, pour ceux qui ont un peu de mal à avoir accès au crédit bancaire, on a le microcrédit. Bon, actuellement, vous savez, c'est pas compliqué d'avoir du mal à avoir accès au crédit bancaire ou d'avoir des refus d'une banque. Les banques prennent vraiment un minimum de risques. Et donc, là, une solution peut être le microcrédit. Il y a des microcrédits publics chez Finance que je vais vous montrer juste après. On a aussi ça chez MicroStart, Credal et Hefboom, plutôt pour les néerlandophones. C'est des microcrédits jusqu'à 15 voire 25 000 euros avec des taux d'intérêt qui vont être plus hauts que les taux de la banque, évidemment, parce qu'ils prennent plus de risques. Mais souvent, comme les sommes sont assez petites, la différence, dans les faits, elle n'est pas si énorme. Mais par contre, vous pouvez aller chez eux si vous êtes au chômage. Essayer de demander un prêt à la banque si vous êtes au chômage, c'est vraiment compliqué. Donc, pas de problème pour eux. Si vous avez été fiché à la Banque nationale, tant que les remboursements là se font, ça ne va pas être bloquant non plus. Mais par contre, ils vont vraiment analyser votre projet, bien sûr, et votre situation. Leur but, c'est pas de vous mettre dans plus de difficultés. Donc, ça sera pas automatique non plus. On va vraiment analyser votre dossier, mais tous les deux ont un service d'accompagnement aussi qui vous aide à préparer le dossier et à mettre le doigt dessus si c'est pas viable. Leur but, c'est pas de pas se rembourser non plus. Donc, c'est vraiment important. MicroStart demande alors pas de garantie directe, mais souvent une caution ou de mettre une partie en cash déjà sur un compte. Credal va pas demander ça, mais peut-être va être encore plus exigeant sur le dossier. Mais par contre, il n'y aura pas cette demande d'avoir quelqu'un qui se porte caution pour vous. Voilà, donc microcrédit, ça peut vraiment sauver dans certains cas. Le crowdfunding, donc le fait de mettre son projet sur une plateforme, parfois ça permet de lever des fonds aussi. Et quand on lève les fonds, ça veut dire qu'on a plus en poche et aussi qu'on peut aller voir le banquier si on en a besoin en disant voilà, moi j'ai besoin d'autant, mais regardez, il y a 200 personnes qui m'ont déjà fait confiance, qui sont convaincues de mon projet et qui m'ont donné telle somme. Et ça, c'est un argument de poids par rapport à un banquier. Donc le crowdfunding, c'est vraiment un super outil de com, aussi parce que vous verrez si votre outil ou votre produit, votre service, il intéresse personne, ça arrive. Et vous prenez une claque tout de suite, mais avant de lancer le projet, c'est mieux. Et peut-être vous pourrez remodeler le projet. Donc c'est un vrai outil de com, un vrai outil de communication et de test par rapport au projet. Donc moi, je suis assez fan du crowdfunding. Il faut juste le faire bien. Pas penser que l'argent tombe du ciel, c'est un vrai boulot. Vous allez faire beaucoup de com, beaucoup de posts, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de mails. Ça va vraiment vous prendre du temps. Donc il faut le faire bien, ça se prépare. Et puis pensez aussi que il y a des frais. Donc si vous levez 10 000 euros, mais peut-être qu'il vous en restera vraiment 6 000 à la fin parce qu'il y a tous les frais inhérents au crowdfunding. Lisez bien les conditions et n'hésitez pas à vous faire aider. Normalement, votre accompagnateur, il pourra vous guider vers la meilleure plateforme. Et je vous ai dit, un outil public de financement qui est Finance and Invest Process, qui font de tout, du microcrédit depuis 2 500 euros
jusqu'au financement de 5 millions, mais j'imagine que c'est pas pour vous tout de suite. Mais toute la gamme en financement, tout type de financement. Et ils ont aussi un produit qui s'appelle le Fonds bruxellois de garantie, qui, comme son nom l'indique, ne donne pas des crédits, mais va vous offrir des garanties. De nouveau, si vous avez un dossier qui est bien fait, qui tient la route, vous pourrez recevoir un papier qui dit que le fonds garantit jusqu'à 80%, et avec ça, allez voir les organismes de crédit. Et pour ça, on paie un peu comme une prime d'assurance, une petite partie du montant de l'ordre de 0,5%. Ça aide beaucoup, beaucoup de projets à trouver des financements. À côté du financement, on a le côté subside. Donc, subside plutôt dans le sens d'une somme qu'on vous donne par rapport à une dépense que vous faites. Excusez-moi. Il y a plein de subsides. Je ne vais pas aller en détail de nouveau, on n'a pas le temps. Mais vous voyez, des subsides, si vous achetez des choses, si vous faites appel à un consultant, de la formation pour engager quelqu'un, la fameuse prime indépendant, si vous faites des rénovations, beaucoup de choses différentes. Je veux juste que vous ayez le réflexe, tiens, j'ai une dépense à faire, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je dirais presque souvent ça marche pas, mais parfois si vous avez droit, ça serait trop bête de passer à côté. N'hésitez pas à nous appeler et puis petit à petit, vous allez apprendre aussi. On fait des séances plus spécialisées dans les subsides, on peut y passer 1 heure et demie sans problème, hein. Mais c'est vraiment important juste d'avoir ce réflexe, surtout au début. OK, je vais avoir tel type de dépense. Pour quel type de dépense est-ce qu'il y a des subsides? Et si oui, comment je fais pour les demander? Parce que parfois le process, il est vraiment important, il est très strict. On a une fois un monsieur qui nous a appelé, il avait acheté un bâtiment professionnel. Son bâtiment coûtait 1 million d'euros et il nous appelle pour voir, à quoi il avait droit et tout ce qu'on a pu lui répondre, c'était s'il avait appelé 3 semaines avant, il aurait pu avoir 300 000 €. À ce moment-là, il pouvait avoir 30 de subside sur l'achat. Heu et il était trop tard, il avait signé son acte, on pouvait plus rien faire. Donc vraiment avoir ça en tête, c'est important parce que ça évite des mésaventures comme celle-là. N'hésitez pas à téléphoner une fois trop ou aller chercher une fois trop, c'est trop bête de passer à côté quand vos concurrents, eux les prennent et vraiment ça fait une différence. Moi, quand j'ai lancé ma société, on avait des gros investissements, on a reçu 60 000 € de subsides. 60 000 €, je peux vous dire que la première année, ça fait drôlement du bien. Ça fait peut-être la différence entre la survie ou pas. Donc, il faut le voir comme une cerise sur le gâteau, mais c'est une belle cerise et c'est trop bête de ne pas prendre la cerise parce qu'on n'a pas fait un petit coup de fil. Donc 18-19, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et tout dernier point, c'est la localisation. Donc encore une fois, je vous mets beaucoup d'infos, mais vraiment n'hésitez pas à nous rappeler derrière, on est là à votre service et on verra vraiment votre cas en particulier. Localisation, ça va aller vite, c'est évident que, par exemple, si vous êtes commerçant, vous devez chercher le quartier qui correspond le mieux, à votre concept et donc il y a un outil qui s'appelle analytics.brussels sur lequel vous allez vraiment trouver, plein d'infos sur les quartiers commerciaux de Bruxelles. Il y a un collègue de Up qui cherche aussi éventuellement à la recherche de local, plus notre équipe retail, qui va aussi vous orienter dans un quartier. Donc eux vont pas chercher le local, mais ils vont vous orienter plutôt dans un quartier que dans l'autre. Par exemple, si je vais les voir, il faut déjà avoir un business plan, un plan financier qui commence à ressembler à quelque chose et je vais les voir en disant: «Tiens, je voudrais ouvrir, un bar à vin, je voudrais m'installer au Châtelain». Peut-être qu'ils vont me dire: «Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'ouvrir le 20e bar à vin du Châtelain, alors que tel ou tel quartier est vraiment maintenant en train de monter?» Et là, il y en a pas encore tant que ça. Donc là, il y a une vraie opportunité à prendre. Donc il y a vraiment cette notion de guidage dans les opportunités. Auberge espagnole, cocotte, c'est 2 moyens de tester votre activité. Auberge espagnole, si vous voulez ouvrir un commerce, vous pouvez jouer aux commerçants pendant quelques mois avec un local qui vous est mis à disposition pour un coût, pas très important et avec tout un accompagnement et cocotte, pareil pour tout ce qui est HORECA. Vous pouvez tester votre projet HORECA. Et puis on a bien sûr des centres d'entreprise publics. Vous allez trouver des locaux avec un accueil, avec des salles de réunion, des locaux clés sur porte avec tout sur place, parfois un guichet d'économie locale sur place aussi. Il y a des coûts un peu en dessous des coûts, privés. Vous avez des centres d'affaires, privés
parce que vous cherchez parfois peut-être juste une salle de réunion pour recevoir un client important et vous voulez pas le faire chez vous ni au café, on peut louer une salle de réunion qui en jette. On peut prendre une adresse aussi simplement. Et puis, il y a bien sûr, j'en ai juste mis quelques-uns. Pour tout ça, c'est des exemples. Il y a des espaces de coworking, il y en a près de 80 à Bruxelles maintenant, un peu dans tous les prix, des plus simples aux plus chics, avec des spécialités ou pas. Voilà, mais coworking, ça permet de voir d'autres personnes, de voir des clients potentiels, des partenaires potentiels, de pas rester tout seul dans sa cuisine quand on travaille 80 heures par semaine. Voir du monde, c'est important et donc et de partager les expériences avec d'autres jeunes entrepreneurs. Donc plein de possibilités encore. Voilà, j'ai fait le tour, je voulais pas finir trop tard. Je vois que j'ai encore des questions, j'y reviens. J'avais une question par rapport à simplement au subside. Donc un subside, de façon générale, hein, c'est plutôt une somme qu'une autorité va vous rembourser par rapport à une dépense que vous faites. Par exemple, je fais appel à un consultant, à un avocat pour un conseil juridique. Je vais dépenser 4 000 € et la région peut-être va me rembourser 2 000 €. Je vais acheter plein de machines qui coûtent 100 000 €. Peut-être la région va me rembourser, mais par la suite, après, j'ai déjà dépensé. Je peux aller jusqu'à du 15%, donc 15 000 €. Donc c'est plutôt une somme remboursée par rapport à une dépense que vous faites. Donc ça fait du bien. Quand vous êtes en société, certains subsides sont complètement exemptés d'impôts, mais ça fait du bien après. Il y a des exceptions, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est dans ce sens-là. S'il y a encore des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je parle beaucoup, je parle vite, c'est parce qu'il y a beaucoup de matière. Mais je répète encore une fois, on est à votre service. Vous pouvez nous appeler tous les matins de 9 h à 13 h, du lundi au vendredi, ou le mardi de 16 h à 18 h, ou passer nous voir du lundi au mercredi l'après-midi. Et on est aussi présent parfois le jeudi à la Cité des Métiers, si c'est plus facile, à la tour Actiris, ou par mail. Il y a plein de façons de nous joindre. Et si pas, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. N'hésitez pas à venir participer à nos événements. Puis je vous souhaite aussi de très, très belles fêtes. À très bientôt. Au revoir.